Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sens Public. C'est parti pour 90 minutes de débat et de reportage, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat avec au sommaire de ce 22 mai un coup de poker signé Emmanuel Macron. Le président de la République arrive dans la soirée en Nouvelle-Calédonie pour tenter de mettre fin à la crise. Peut-il y parvenir sans renoncer à sa réforme constitutionnelle? Ce sera notre premier débat d'actu. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, c'est une radioscopie que je vous propose, celle des électeurs du parti à qui tous les sondages promettent la première place le 9 juin, le Rassemblement national. À l'heure d'aujourd'hui, les gens d'en bas, les gens du peuple, ils en ont vraiment marre de ce qui se passe. Pendant la réforme des retraites, le carburant monté, l'inflation devient énorme, les gens ne mangent plus. Vous trouvez ça normal qu'il y ait des retraités qui vivent dans leur voiture? C'est pas normal, c'est pas humain. C'est pas humain. Les électeurs lepénistes ont beaucoup changé depuis 20 ans. Un vote autrefois caché, aujourd'hui assumé. Un vote populaire qui récèle des surprises. On vous les dévoile dans 3 quarts d'heure avec nos invités. Mais d'abord donc, les enjeux d'une visite à haut risque politique. Emmanuel Macron se donne 24 heures pour convaincre tous les Calédoniens dans un climat toujours inflammable. Aurélien Romano. Nouvelle nuit très agitée en Nouvelle-Calédonie, 2 écoles et une concession automobile incendiées. Le départ médiatisé du président en direction de Nouméa n'a absolument pas mis en pause les affrontements, même si selon les autorités, la nuit a été plus calme que la précédente. Emmanuel Macron va mettre 24 heures à arriver et passera une journée sur place en compagnie des ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Outre-mer pour mettre tout le monde autour de la table et tenter de trouver une sortie de crise. Vous m'interrogez sur le sens de son déplacement. Le président de la République vient pour engager une discussion qui devra permettre à un accord politique global d'émerger. Mais après 10 jours d'émeutes et 6 morts dont 2 gendarmes, l'ordre républicain n'est toujours pas respecté. Les oppositions de gauche demandent le report de la réforme électorale, voire le retrait pur et simple du texte pour certains qui parlent de décolonisation. D'autres se montrent très vigilants face à l'initiative du chef de l'État. On ne peut pas réussir un processus de décolonisation en jouant au cow-boy, en tapant du poing sur la table et en bombant le torse. Ce n'est pas possible. Quel sens donner à ce déplacement et à ces annonces? Est-ce là une réaffirmation que nous poursuivons collectivement l'écriture d'un destin commun en Nouvelle-Calédonie? Assistons-nous à la naissance des accords de l'Élysée? Quelles sont les prérogatives de la mission qui sera installée par le président? La chef des députés RN milite, elle, pour repousser la réforme électorale. Nous avons toujours été pour le dégel du corps électoral. Toujours. Okay. En revanche, dégeler le corps électoral juste avant les Jeux Olympiques, c'est évidemment sans accord global, parce que c'était ça en fait l'objectif, c'était d'obtenir un accord global de l'ensemble des partis, c'est prendre le risque de l'émergence de violences très lourdes, très graves. Parmi les alliés de la majorité, les attentes sont grandes, comme l'a rappelé Édouard Philippe en charge du dossier quand il était Premier ministre. J'espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur de la situation. La France, qui a une relation compliquée à son histoire coloniale, a une possibilité de trouver une solution originale, même si c'est plus difficile qu'il y a 3 mois. Difficile d'autant que les chefs des mouvements indépendantistes ont prévenu, ils ne signeront aucun accord à la hâte. Ce coup de poker d'Emmanuel Macron en débat avec François-Noël Buffet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénateur LR du Rhône, président de la Commission des lois. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, politologue, professeur à Sciences Po Paris. Et vous publiez Le goût de la politique, un observateur passionné de la Ve République. C'est chez Odile Jacob. Félicitations, vous avez reçu le prix 2024 du livre politique. Valérie Lecable, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Heureux de vous accueillir sur ce plateau, éditorialiste politique pour le site lejournal.info. Et Mathieu Croissando, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Éditorialiste politique. François-Noël Buffet, est-ce que c'est le président Emmanuel Macron qui détient la clé de sortie de ce conflit en Nouvelle-Calédonie? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les acteurs locaux, et singulièrement les indépendantistes, souhaitent avoir un dialogue avec les plus hautes autorités de l'État. Ça a toujours existé, ça a été constaté depuis très longtemps. Donc, de ce point de vue-là, il est de bon aloi que le président de la République essaye de rétablir un dialogue. Donc, sur le principe, c'est en l'état la bonne personne. Ça avait été oublié, délaissé, ce lien direct avec les plus hautes autorités? Ça a été quelque peu laissé de côté, j'ose pas dire négligé, mais c'est un point très très important
dans les discussions pour régler le problème de la Nouvelle-Calédonie, ils attendent une discussion au plus haut niveau de l'État. C'est toujours ce qui s'est passé et on ne peut pas le changer. Oui. Donc ça, c'est un point important. Après, quant à la réussite de l'opération telle qu'elle est menée aujourd'hui, c'est une autre problématique. Et on rentrera évidemment dans le détail des enjeux politiques, des risques politiques que prend Emmanuel Macron. Pascal Perrineau, il y a ce costume, on a failli titrer Macron encore Zorro, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce costume de sauveur, il aime l'endosser, c'est pas nouveau. Oui, il aime l'endosser, mais comme ça vient d'être dit à l'instant, si vous voulez, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. Non, je ne crois pas. Parce qu'on l'a vu, le ministre de l'Intérieur a fait de très nombreux voyages. Il y a eu déjà un voyage d'ailleurs du président à Nouméa en juillet, je crois, 2023. Donc il y a eu comme ça des efforts, mais sans que, j'allais dire, le trépied calédonien fonctionne. Le trépied calédonien, ça a toujours été comme ça pour établir la paix civile. C'est d'un côté, bien sûr, l'État et le chef de l'État. C'est de l'autre côté les partis indépendantistes, bien sûr enracinés dans la population kanak, qui sont porteurs de traditions, et c'est normal, extrêmement différentes des autres acteurs, le poids de la coutume, le poids de la discussion extrêmement longue pour accoucher d'une situation de consensus, et les partis qui sont pour le maintien de la France et qui l'ont emporté d'ailleurs dans les 3 référendums, j'allais dire 2+1. Oui, parce que le dernier a été boycotté. Voilà, le dernier a été assez largement boycotté par plus de la moitié du corps électoral. Et ce trépied, il faut le retrouver. Et c'est vrai que dans les mois qui se sont écoulés, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le chef de l'État ont pu donner l'impression qu'ils oubliaient quelque peu la nécessité de passer par ce trépied pour que la révision constitutionnelle puisse rentrer en œuvre. Valérie Lecable, effectivement, il faut un représentant de l'État. Traditionnellement, c'était quand même plutôt le Premier ministre qui tenait ce dossier. Est-ce que c'est en creux un camouflet pour Gabriel Attal, le fait que ce soit Emmanuel Macron qui s'y rende dans ces conditions particulières? Vous avez tout à fait raison, Thomas, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que normalement, ça revenait plutôt à Gabriel Attal d'y aller. D'ailleurs, jusqu'à présent, les noms qui avaient été cités à droite à gauche pour chercher un compromis étaient plutôt des noms d'anciens premiers ministres. On a parlé de Hérault, de Valls, d'Édouard Philippe, etc. Donc là, ça monte le cran au-dessus. Et malgré, j'allais dire quand même, le dernier voyage d'Emmanuel Macron en juillet 2023, qui ne s'était pas très très bien passé parce qu'il n'avait pas été reçu à l'époque par le président du Congrès calédonien et qu'il en avait été un petit peu blessé. Je crois que ça veut dire, en fait, il y a 2 choses. D'abord, Gabriel Attal est très pris de main puisqu'il a le fameux débat face à Jordan Bardella, qui est un moment clé de cette campagne pour les élections européennes, et ça compte, et donc Gabriel Attal avait besoin de rester à Paris pour ce débat qu'on attend tous avec impatience. Après, je crois qu'il y a peut-être une autre explication, c'est qu'on entend dire que le président de la République cherche à installer cette commission avec une mission et avec des hauts fonctionnaires. Voilà. Moi, on me souffle à l'oreille qu'il y aurait dans l'avion peut-être des hauts fonctionnaires importants qui l'accompagneraient. Alors ça demande, je respecte... Les mettrait en place en quelque sorte, on va rester au conditionnel. C'est-à-dire que l'idée, j'ai l'impression de ce qui se préparerait, c'est qu'il arriverait... Je le vois mal arriver à Nouméa comme ça, dans une situation absolument explosive, les mains dans les poches. Sincèrement, le risque politique est très important. Donc les 2 noms qu'on me cite, je ne sais pas si... Bon, on verra s'ils sont exacts ou pas exacts. Il y aurait Alain Krisnack, qui est celui qui avait rédigé les accords de Nouméa, et éventuellement aussi Thierry Lataste, qui, vous savez, était haut commissaire en Nouvelle-Calédonie. Donc on va voir si ça se confirme ou si ça ne se confirme pas. En tout cas, ça donne le sentiment qu'il a préparé quelque chose. Mathieu ? Tout ça sent quand même l'improvisation et l'impréparation. Alors, il l'a préparé, comme le dit Valérie, mais sans doute un peu au dernier moment, puisque même la ministre de l'Outre-mer n'était pas au courant. Et c'est surtout, quand on regarde les prises de parole publiques du président de la République, ça démarre quand même il y a 10 jours par une forme de temporisation où il appelle les uns et les autres à se mettre autour de la table. Là, on est juste avant le vote de l'Assemblée en disant « mettez-vous d'accord avant, et puis comme ça, on n'ira pas au Congrès ».
Ensuite, cette visioconférence qu'il organise autour de lui et qui fait pchit. Ensuite, il dit, non, en fait, ça sera Gabriel Attal. Vous vous réunirez autour de Gabriel Attal. Puis 3 jours après, non, c'est moi qui y vais. Et puis, j'emmène dans les bagages, c'est vrai. Non pas des médiateurs avec un profil politique, même si ce sont des hauts fonctionnaires qui ont quand même une fibre politique, mais des hauts fonctionnaires des bons connaisseurs du dossier. Donc, il y a un côté improvisation. Après, on sait qu'Emmanuel Macron, il marche aussi à une forme d'intuition, de flair, de culot, de sens de l'action, aller au contact, comme il dit. C'est sans doute un mélange quand même de tout ça. Il n'y a pas qu'un plan cousu de fil blanc, à mon avis, déroulé depuis des semaines. Ouais. Alors, on va écouter une première réaction dans ce débat, celle du président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille. Il espère que cette visite serve d'électrochoc. Et puis, il fait référence à une autre visite qu'on vous détaillera dans un instant, celle que le président Mitterrand avait effectué en Nouvelle-Calédonie. C'était en 1985. On écoute Hervé Marseille. Il faudrait que cette visite à la Mitterrand, surprenante, prenant tout le monde de court, serve d'électrochoc et permette d'abord de revenir à une situation beaucoup plus sereine, à la paix civile, parce qu'on ne peut rien faire s'il n'y a pas la paix, si la vie ne peut pas reprendre. Aujourd'hui, c'est difficile de circuler encore. Il y a encore des magasins qui sont brûlés, on ne peut pas avoir accès aux soins. Donc il faut d'abord le retour au calme, enlever les barrages, et puis ensuite se mettre autour de la table. Donc puisse sa visite mettre tout le monde autour de la table. Alors, mettre tout le monde autour de la table, pour l'instant, ça a été compliqué. Vous l'avez rappelé, Mathieu, notamment quand le président a tenté de le faire par visioconférence. François-Noël Buffet, il y a quand même, on a ouvert cette émission avec le sujet d'Aurélien. On voyait que cette nuit encore, il y a eu des violences importantes, peut-être moins importantes que les jours précédents, mais importantes. Est-ce qu'il n'y avait pas ce préalable à obtenir avant de se rendre sur place? C'est quand même là un risque politique important. C'est un risque politique important de deux choses l'une. Soit cette visite surprise est une surprise préparée, organisée, structurée, et il a eu les contacts avant sur place pour s'assurer des réunions et des rendez-vous, auquel cas on verra. Soit à l'inverse, elle est vraiment décidée en dernière minute, un peu entre guillemets en catastrophe, et là les risques sont plus importants. Car il y a aussi en Nouvelle-Calédonie la nécessité de respecter certains usages, j'allais dire certaines coutumes, et il faut savoir s'y soumettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne les accepte pas. Simplement, on sait que ça fonctionne comme ça. Donc, c'est très important s'il veut mettre tout le monde autour de la table. Alors, on verra. Sur les violences, elles sont toujours présentes. Naturellement, les choses se sont calmées, nous le savons. Mais le Premier ministre a annoncé la présence au bout du compte de 3000 hommes sur le territoire, ce qui laisse entendre qu'effectivement, il y a encore des barrages qui sont en place. Certains sont supprimés, mais d'autres se reconstituent. Il y a encore des risques de coups de feu. La grande difficulté en Nouvelle-Calédonie, c'est que tout le monde est armé. Tout le monde a chez lui, à son domicile, une arme à feu. Et qu'il est assez facile, en tous les cas risqué, les gens prennent le risque d'utiliser ces armes à feu. On se posait la question la semaine dernière du risque de guerre civile. Pour vous, il existe encore ce risque aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ou il s'éloigne quand même? Il semblerait qu'au moment où l'on se parle, les choses s'éloignent. Nous avons des personnes radicalisées des deux côtés, ça c'est incontestable, mais qui ne sont plus sous contrôle, et singulièrement ces jeunes qui sont dans les rues ne sont plus sous contrôle de personne. Donc il faut avoir le temps de pouvoir les faire rentrer chez eux, et donc ça nécessite évidemment une énergie et une présence extrêmement importante. Cela dit, j'imagine que si le président de la République a décidé d'aller à Nouméa, c'est parce que les conditions de sécurité devaient quand même être respectées. En tous les cas, il a dû consulter, je l'imagine bien. On peut l'imaginer. Après, la question est de savoir ce qu'il va faire. On parle d'une mission, vous l'avez évoqué. Il y a d'autres noms qui circulent. Finalement, personne ne sait pas grand-chose dans cette affaire-là. On verra bien qui descend de l'avion. Mais il y a sans doute un acte ou des actes à poser très rapidement si on veut renouveler la discussion. Sur l'improvisation, je reprends le terme de Mathieu Pascal Perrineau, et je le relie au risque politique. C'est-à-dire qu'il n'a... De ce que j'ai compris, Emmanuel Macron, quand il monte dans l'avion, n'a pas de garantie d'avoir tout le monde autour de la table quand il arrive. Est-ce que vous pouvez l'imaginer, ça ? Il n'a pas toutes les garanties. Et puis, bien sûr, du côté des indépendantistes, ils le disent eux-mêmes, la partie la plus modérée, j'allais dire, des indépendantistes, parce qu'ils ont aussi leurs ultras, ils disent véritablement, tous ces jeunes qui font le coup de poing et le coup de fusil aussi, c'est ça qui est préoccupant, on ne les contrôle pas.
On ne les contrôle pas. Donc il ne suffit pas qu'il y ait une prise de parole de tel ou tel chef coutumier ou chef traditionnel pour les faire rentrer paisiblement chez eux. Il y a un problème d'ordre public. Et je ne crois pas que, quelle que soit l'aura du président de la République française, le fait, en effet, que les indépendantistes vont être tout de même sensibles à ce que le président de la République se déplace du jour au lendemain pour aller tenter d'éteindre l'incendie, je ne crois pas que ça suffira à faire baisser la violence et la radicalisation qui est à l'œuvre dans l'île. Surtout que certaines puissances, quittons la seule Nouvelle-Calédonie, certaines puissances sont à l'œuvre pour que les choses dégénèrent. On parle de l'intervention azérie, on parle de la Russie, on parle de la Chine. Vous comprenez, il y a un contentieux vis-à-vis de la France et vis-à-vis du président de la République qui peuvent s'exprimer aussi sur ces terrains sur lesquels la France est en difficulté. Tiens, est-ce que Valérie Lecap, c'est aussi effectivement un message envoyé à d'autres puissances? Le fait que le président français, c'est la souveraineté française qui vient sur l'île. Moi, je pense que c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il se joue dans cette zone Indo-Pacifique. Vous savez qu'avec les îles que détient la France dans cette région-là, on contrôle à peu près le quart de l'océan Pacifique. Voilà. On sait que les Chinois essayent de s'étendre, qu'il y a cette menace avec Taïwan, que l'Australie est très concernée. Ils avaient commandé les sous-marins à cet effet. Et ce qui se passe dans cette zone-là, la France ne peut pas perdre la Nouvelle-Calédonie, ne serait-ce que pour cette raison, parce que la présence de la France dans cette région, il y a un ambassadeur qui a été nommé au Vanuatu depuis 1 an ou 2, c'est très récent, il n'y en avait pas avant, et les îles Salomon aussi. Et les Chinois sont en train de grappiller petite île après petite île des îles où ils vont mettre des bases, et donc il doit absolument contrôler ce qu'il se passe là-bas, et ça c'est aussi la fonction du chef de l'État. J'en termine rapidement, c'est son style d'aller sur place. Il l'a fait avec les Gilets jaunes, il a ouvert un grand débat, on a fait un grand débat. Il a toujours procédé comme ça, Emmanuel Macron. Donc en fait, il s'est donné 8 jours. Il a décidé que lui seul, et ça c'est son côté, c'est sa confiance, son extrême confiance en lui, lui seul allait être capable de dénouer cette situation. Il a mis les moyens, comme vous avez dit justement, on va voir ce qu'il est capable de faire ou pas. Il faut juste dire qu'il y a pour 1 milliard d'euros de dégâts aussi, qui ont été... l'île a été ravagée depuis une semaine, il y a pour 1 milliard d'euros de dégâts. Donc on va parler argent aussi. Oui, parce qu'il y avait déjà une crise économique avant, évidemment, elle est aggravée par la situation. Ça va peut-être donner un ton et un dialogue un peu plus constructif du côté calédonien aussi, puisque la France aujourd'hui, enfin la Calédonie, pardon, aujourd'hui a besoin de la France. Allez-y, vous prenez la parole. Je crois qu'il faut avoir bien en tête l'aspect géopolitique et la situation telle qu'elle existe aujourd'hui dans le Pacifique. Donc ça vous semble... Quand j'entends que la France ne peut pas perdre la Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'on n'est pas en train de forcer le trait en disant ça? Non, c'est très très important, parce que parmi les émeutiers, la notion d'indépendance, c'est pas forcément leur sujet absolu. Quand on discute un peu sereinement avec les représentants des groupes indépendantistes, on n'en est pas non plus à des situations telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais la présence française dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, mais on a aussi la Polynésie, pas très loin. C'est un handicap pour ceux qui sont en désaccord avec nous. Et les grandes puissances là-dessus n'hésitent plus à utiliser les moyens numériques. L'attaque cyber qui a eu lieu hier, très importante. De la Russie. Alors on n'en est pas sûr. Bon voilà, peut-être. On va rester prudent là-dessus. En tous les cas, on sait quand même, le ministre de l'Intérieur l'a dit, il y a des influences étrangères. Prenons la parole du ministre de l'Intérieur. Oui. Donc ça n'est pas non plus en dehors totalement du débat. Je ne dis pas que c'est que le débat, mais les difficultés que nous pouvons rencontrer là-bas, que le territoire peut rencontrer, peut être aussi un élément intéressant pour d'autres puissances qui ne souhaitent pas forcément de l'amitié pour nous. Avec une fenêtre d'opportunité. On va revenir à la dimension politique. On parlait du risque finalement pris par le président. Son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a donné son point de vue sur cette crise. On peut dire que le style était plutôt critique pour l'exécutif. Oui, plutôt. Est-ce qu'il s'est senti libéré, Édouard Philippe, depuis qu'il sait que le président de la République ne fera pas appel à ses services pour jouer les rôles de médiateur, ce qui avait été un temps envisagé par
par des commentateurs, par des acteurs de la vie politique. En tout cas, l'ancien Premier ministre, qui se prépare à la présidentielle, il l'a redit aujourd'hui, n'a pas retenu ses coups pour commenter la crise et par ricochet, du coup, la gestion par l'exécutif du dossier calédonien. Ça s'est passé hier en meeting à Bayonne. Le maire du Havre, qui est le dernier Premier ministre à s'être occupé du dossier et qui est à la fois respecté et apprécié dans l'île, où il s'est d'ailleurs rendu plusieurs fois, s'est payé le luxe, d'une certaine façon, de faire la leçon au président de la République, direct du droit, crochet du gauche, et même un uppercut final pour ce grand amateur de boxe, mais tout ça sans en faire des tonnes, toujours avec ce style un peu Édouard Philippe, l'air de pas y toucher, voilà, ce style qui le caractérise. Que reproche-t-il à Emmanuel Macron? Alors, rien nommément, bien sûr, mais je vais commencer quand même par l'uppercut. J'espère que les annonces du président Macron seront à la hauteur, dit Édouard Philippe. Alors, elle fait mal, cette phrase-là, quand même, parce qu'elle dit à la fois qu'il est permis d'en douter, que les annonces jusqu'ici ne l'ont pas été à la hauteur. C'est carrément un crime de l'ex-président. Elle dit aussi en sous-entendu qu'en gros, le président n'a pas pris la mesure de la situation. Et c'est pas très étonnant, au fond, quand on écoute l'analyse ou quand on écoute le réquisitoire même qu'a prononcé Édouard Philippe hier, parce qu'en gros, il reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir vu venir la crise, de ne pas avoir écouté ceux qui l'en avaient averti, dont lui, Édouard Philippe, qui s'est rendu dans l'île au mois de mars quand même. Et il en était revenu avec, dit-il, la conviction qu'il y avait une crise économique extrêmement forte qui n'était pas suffisamment comprise à Paris. Après l'événement, aujourd'hui, elle est pire, dit-il. Et aussi, dit-il, la conviction que la tension montait, elle a explosé. Et puis enfin, qu'un accord était encore possible, sous-entendu. Le risque était connu. Et il l'avait dit d'ailleurs, on retrouve des phrases d'Édouard Philippe à l'époque qui avait dit il y a une tension qui s'est créée, elle est dangereuse pour la Nouvelle-Calédonie. Il avait même répété à l'Assemblée quand il a été auditionné au début du mois avec Jean-Marc Ayrault, avec Manuel Valls, qui avaient tous les trois d'ailleurs plaidé pour que ce dossier remonte à Matignon et ne soit plus géré au niveau du ministère de l'Intérieur. En gros, Édouard Philippe dit aujourd'hui c'est plus difficile qu'il y a 3 mois, sous-entendu, un président qui n'a pas vu le coup venir. Et il critique aussi la méthode ? Oui, alors notamment l'absence d'équilibre de la part des pouvoirs publics. Nous sommes sortis du cadre politique dans lequel vivait la Nouvelle-Calédonie depuis 1988, dit Édouard Philippe. Ce cadre qui reposait sur une forme d'impartialité de l'État. Alors là, si on en est sorti, on sait qu'il y a eu des critiques sur le choix d'avoir nommé l'élu Sonia Backès au gouvernement en 2022 sous la tutelle de Gérald Darmanin, le choix d'avoir choisi comme rapporteur du texte un député Renaissance, lui aussi, qui est partisan du maintien dans la République. Tout ça, et puis le fait d'avoir opté pour la tenue du 3e référendum contre l'avis des indépendantistes, tout ça a été suspecté de parti pris. Il y a une erreur aussi sur la méthode. En gros, l'exécutif a fait les choses à l'envers pour l'ancien Premier ministre. Ce qui compte le plus, dit-il, c'est l'accord politique. C'est pas le droit qui doit, lui, s'adapter à l'accord politique. Ce n'est pas non plus le rapport de force, estime Édouard Philippe, qui avertit toutes celles et tous ceux qui voudront se placer en dehors de cette logique, à mon avis, se heurteront à des déconvenues cuisantes. Merci Mathieu. Édouard Philippe, sur le ring politique, sur les signaux d'alerte, Pascal Perrineau, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de l'ancien Premier ministre, dire que l'exécutif finalement les a entre guillemets ignorés? Oui, bien sûr, il y a eu de très nombreux signaux d'alerte. Mathieu Croissando en citait certains, à commencer ceux envoyés par Édouard Philippe. Édouard Philippe est un connaisseur du dossier calédonien, mais il y a eu aussi parmi les acteurs du compromis de 1998, parmi les acteurs encore plus anciens de celui de 1988, des tas de signaux lancés. En particulier un très bon connaisseur du dossier qui était l'ancien conseiller outre-mer de Michel Rocard, Merle, avait lancé, avec un argumentaire extrêmement pointu, avait lancé des signaux d'alerte multiples. Donc ça venait un peu de partout. Et là, il y a eu au fond, ce qu'on pourrait appeler des provocations inutiles. En particulier nommer un député Renaissance favorable en effet au maintien de la France comme rapporteur. On pouvait très bien éviter ce qui est perçu par certains acteurs comme étant de la provocation. Surtout que ces acteurs dits indépendantistes ne sont pas fermés à toute évolution et même
à toute évolution sur un dossier hyper important, qui est la révision du corps électoral. Oui, c'est de ça dont on parle. On ne peut pas écarter ad vitam aeternam, en effet, des dizaines de milliers d'électeurs de la capacité électorale, qui est un droit fondamental quand on est au sein de la République française. Oui, sinon ce serait une citoyenneté rognée et cornée. Il y aurait deux citoyennetés avec des droits qui ne seraient pas les mêmes. C'est impossible. On comprend très bien comment, dans une phase transitoire, c'était un des éléments du compromis qui a amené, ça n'est pas pour rien, tout de même 36 années de paix civile en Nouvelle-Calédonie. Et là, on en sort de la pire des manières. Donc il faut vite retrouver, j'allais dire, un chemin qui est le chemin, vous savez, Chibaou disait, faisons le pari de l'intelligence. Hein. Donc c'était leader indépendantiste, FLNKS, dans les années 80. Je vous propose d'écouter une autre réaction, celle du Premier ministre Gabriel Attal, c'était cet après-midi. Le président de la République se rend en Nouvelle-Calédonie, nous le disions il y a un instant. D'abord, pour témoigner aux Calédoniens, premières victimes des émeutes, la solidarité de la nation. Son déplacement a aussi, je le dis en réponse à votre question, évidemment pour objectif de renouer le fil du dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes avec évidemment l'État. Pour cela, il installe une mission composée de hauts fonctionnaires qui resteront en Nouvelle-Calédonie le temps nécessaire. La mission a pour objectif de faire émerger un dialogue politique local dans le but de parvenir à un accord politique global. Évidemment que le président de la République et que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger prendront toute leur part à ces discussions-là. Je voudrais revenir sur on l'a évoqué déjà une première fois, mais je ne vous ai pas entendu sur la mission de hauts fonctionnaires. Est-ce que c'est la bonne idée, s'il ne fallait pas, au contraire, on l'a évoqué, je sais pas, un trio d'anciens premiers ministres ou des personnalités politiques plus puissantes? Tout dépend sous quelle responsabilité sera ce trio de fonctionnaires. Oui. S'ils sont sous la responsabilité directe du président de la République ou du Premier ministre, et qu'en fait le pilote politique c'est le Premier ministre ou le président de la République, je pense que ça ne posera pas de difficultés particulières. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé à l'époque. Les fonctionnaires qui avaient été envoyés étaient sous la responsabilité de Michel Rocard et les choses en fonctionnaient. Donc ça, c'est possible. Ce qui est important, c'est avant tout, c'est pas qu'un accord juridique. L'aspect institutionnel est fondamental, il est essentiel, mais c'est l'accord politique, dans lequel il y aura aussi une part importante sur l'activité, le développement économique de la Nouvelle-Calédonie, les problèmes sociaux qu'il y a, parce qu'il y en a, ils sont importants, et donc il faut donner une perspective, un avenir à la Nouvelle-Calédonie. Et l'outil juridique ne sera qu'un outil et rien d'autre. L'accord politique, il doit aussi parler du nickel. La situation sur le nickel... Oui, les sites des mines de nickel sont fermés. Bien sûr, la usine du Nord ne fonctionne plus, celle du Sud est en grande difficulté, et la troisième également. Donc il y a besoin de tout mettre sur la table. Ce n'est pas simplement une question institutionnelle cette fois-ci, il faut élargir à tous les autres sujets pour que la Calédonie et les Calédoniens aient une perspective. Nommer Édouard Philippe médiateur, c'était un cadeau empoisonné à faire à son ancien Premier ministre Je pense qu'Édouard Philippe a d'autres sujets en tête pour le moment, et en particulier celui de la campagne présidentielle pour 2027. Et l'envoyer en Nouvelle-Calédonie, je ne suis pas sûre que c'était sa priorité absolue. Après, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous avez tout à fait raison, mais moi je rajouterais qu'il y a une espèce d'équilibre des pouvoirs à trouver en fait en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'avec les accords de 98 qui ont assuré la paix pendant 36 ans, il y a quand même maintenant un quart à peu près du corps électoral calédonien qui n'est pas représenté. Il y a à peu près 160 000 personnes, mais il y en a 40 000 qui ne peuvent pas voter. Donc on a bien compris que sur ce point précis-là, c'est vrai que les Kanaks étaient d'accord pour les indépendantistes, étaient d'accord pour faire des concessions, mais étant donné la tournure des choses, dont la précipitation, je pense, qui a été un élément très important du sujet, ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc il me semble que ces hauts fonctionnaires dont on parle, leur mission, ça va être de trouver une nouvelle organisation du pouvoir, c'est-à-dire de mieux répartir le pouvoir. Parce que d'un côté, on voit bien que les indépendantistes n'ont pas envie de perdre le pouvoir, même si dans la population kanak, étant donné les résultats favorables au référendum, il y a une partie qui est d'accord pour rester en France. Ils sont divisés, en fait. Ils ne sont pas univoques, en fait, en vérité. Et donc, peut-être qu'il faudra plus de pouvoir pour les provinces. Le Congrès, on le sait,
est plutôt côté non-indépendantiste aujourd'hui. Peut-être qu'il faudra donner aussi une perspective d'organisation générale, ce qu'on appelle le grand accord. Jusqu'à maintenant, on était sur un petit accord sur le corps électoral qui ne fonctionne pas. Il va falloir trouver un grand accord, et je pense évidemment que ça passe par la suspension Alors du Congrès. Ça, on va y revenir sur le calendrier de la suspension. Je pense qu'il y a un mot qui n'est pas prononcé, et pour ça, pour obtenir ce grand accord, il faudrait le dire, c'est est-ce qu'on est, oui ou non, encore dans un processus de décolonisation ? Ça figurait noir sur blanc dans les accords dits de Nouméa de 1998. Est-ce qu'on considère que cette page de la décolonisation entamée, ce processus est révolu parce qu'il a été soldé par les 3 référendums qui se sont tenus, ou est-ce qu'on considère que cette question-là, elle reste en suspens et qu'à ce moment-là, il faut dessiner autre chose, parce que c'est pas du tout la même histoire. Et le corps électoral, rappelons-le, c'est aussi la question, elle est là. Est-ce qu'un professeur qui est nommé pour 3 ans en Nouvelle-Calédonie doit pouvoir se prononcer sur le destin de l'île à long terme? Là, en l'occurrence, c'était 10 ans de J'entends bien. Mais alors, merci Mathieu. La question, c'est le sens de l'histoire. Absolument. Et donc, ce que vous venez de dire est tout à fait juste. Nous avons aujourd'hui un processus qui, depuis les accords de Matignon, qui s'est déroulé avec 3 consultations référendaires sur le sujet, qui ont conclu au fait de rester dans la République française. Le fait de rester dans la République française ne règle pas tous les problèmes. C'est comment on reste au sein de la République française. Ça, c'est une discussion qui est ouverte, en revanche. Donc le principe de rester dans la République française à ce jour est consacré, en tous les cas démocratiquement. Maintenant, c'est sous quelle forme? Et c'est ça qu'il faut inventer. Le vrai sujet, il est là. Il faut l'inventer. Le deuxième sujet, c'est le dégel du corps électoral. Il est évident que dans notre disposition actuelle constitutionnelle, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut dire qu'il y a effectivement des Kanaks indépendantistes qui ne peuvent pas voter, très concrètement, et il y a également des Caldos qui ne peuvent pas voter. Mais on sait à peu près que c'est équilibré. Donc il faut sortir aussi de ça, ça fait partie de la discussion, c'est impératif. Mais on oublie de dire trop souvent que le Congrès, la présidence du Congrès, comme la présidence du gouvernement, et la présidence de 2 provinces sur les 3 en Nouvelle-Calédonie, sont présidées par des élus indépendantistes. Ça fonctionne. On oublie de dire que dans les communes, elles ne sont pas très nombreuses en Nouvelle-Calédonie, mais les maires qui sont là, sont indépendantistes ou pas d'ailleurs, travaillent tous ensemble. Il y a une réalité de la vie, du quotidien, qui fait qu'ils travaillent tous ensemble, et ils y arrivent. Donc, on a quand même quelques espoirs, si on s'y prend bien, de donner à la Nouvelle-Calédonie un avenir au sein de la République, mais dans un statut qu'il faut écrire et imaginer. Alors, donc, il faut être imaginatif. Oui, et on va voir si Emmanuel Macron réussit à l'être. Et en partant en Nouvelle-Calédonie, évidemment, il avait en tête, et on l'a évoqué tout à l'heure, ce précédent de 1985 avec François Mitterrand. On va en parler tout de suite grâce à Jonathan Dupriez. Petit retour en arrière. Bonsoir Jonathan, bienvenue à vous. 4 décennies en arrière, François Mitterrand. Là aussi, on est dans un cadre de visite surprise, Jonathan. Effectivement, là on a l'impression un peu d'un coup de tête d'Emmanuel Macron qui se rend sur place. Et donc je vous propose de repartir 39 ans en arrière pour bien comprendre. Je vous donne un petit peu de contexte. L'année 1984 voit l'archipel s'enfoncer dans une spirale de violence. Tout s'enflamme quand le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, décide de boycotter les élections territoriales de novembre 84. Peu après, le 12 janvier 1985, l'état d'urgence est décrété en Nouvelle-Calédonie. Et alors là, le débat prend une ampleur nationale et met sous pression François Mitterrand le 16 janvier, 4 jours plus tard, en pleine interview télévisée, devant des journalistes pantois. Et il annonce au pied levé qu'il va se rendre dans l'archipel du Pacifique. Et écoutez cette séquence assez savoureuse. Mais oui, madame, j'irai en Nouvelle-Calédonie. Peut-on savoir quand? Demain. Vous partez demain? Demain. Demain jeudi. Demain jeudi. Voilà la surprise de Christine Ockrent. Demain jeudi, et le président de la République tient son engagement. Il se rend sur place pour une visite au pas de course, là aussi. 25 heures plus tard, François Mitterrand, il débarque à Nouméa, donc le 19 janvier 1985. Il est accompagné de son ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe. Le président reste 12 heures en Nouvelle-Calédonie, donc pas de charge, vous le disiez. Pour le programme, alors ça va de la revue des troupes sur le tarmac, rencontre avec les responsables politiques de tous les camps et visite de l'arrière-pays. C'est la première fois
fois qu'il se rend sur place depuis son élection en 1981. Vous le voyez, ça, c'est les photos de ce déplacement. Les principaux acteurs politiques locaux de l'époque semblent apprécier cette visite impromptue. Même le leader indépendantiste kanak, Jean-Marie Djibaou, qui salue une prise en considération, je le cite, de l'Élysée pour le sujet néo-calédonien. Et sans surprise, François Mitterrand, il est aussi très satisfait de lui-même. Il dit, il se félicite de ce contact enrichissant pour mieux sentir toutes les réalités calédoniennes. Et plus tard, il va noter que, je le cite, depuis Paris, retrouver un langage commun entre toutes les parties prenantes aurait pris beaucoup de temps. Et donc là, évidemment, c'est encore un satisfecit personnel qui s'adresse à lui-même. Sous-entendu, être sur place va permettre de remettre tout le monde autour de la table assez rapidement. Écoutez cet extrait. Ce matin et cet après-midi, ce langage, je l'ai entendu, celui du dialogue. Sera celui de la concorde. Il y a encore tout ce chemin à faire, mais seul le dialogue permettra d'aller au terme que nous nous sommes fixés. Pour conclure, François Mitterrand a-t-il réussi son coup ? Alors, on peut le dire, oui, l'effet de surprise a été total. Mais alors, sur le fond, les journalistes d'Antenne 2 qui ont couvert ce déplacement, ils ont été assez durs avec le président. Ils constatent la visite de François Mitterrand n'a duré que 12 heures et ne s'est conclue par aucune déclaration spectaculaire, disent-ils dans le commentaire du reportage. En dépit de cet optimisme présidentiel que vous avez pu entendre dans les mots de François Mitterrand, il faut rappeler que les violences, après, se sont poursuivies pendant des années jusqu'au pic de la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa en 88. Merci beaucoup, Jonathan, pour ce rappel historique. Emmanuel Macron, évidemment, il connaît ses classiques politiques. Pascal Perrineau, est-ce qu'il peut prendre le risque je reprends la citation des journalistes, de ne faire aucune déclaration spectaculaire? Qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa valise, en fait? C'est la question qu'on se pose les uns et les autres. Si vous voulez, la politique, c'est aussi du symbole. Et là, le fait que le président de la République se déplace, comme l'avait fait François Mitterrand en 84, c'est un acte lourd. Les Kanaks, 85, mais en particulier, les Kanaks en particulier ont besoin de reconnaissance. Et quand le président de la République fait le déplacement, c'est un signe fort de reconnaissance. La visite elle-même déjà a son importance. En tant que telle, quels que soient les mots, ça va mieux quand il y a quelques mots qui fixent la route. Il le disait, nous sommes loin de la concorde, Mitterrand, mais nous allons y aller. Il y a eu reprise du dialogue. Maintenant, il faut qu'à partir du dialogue, on construise la concorde. La feuille de route pour le président actuel est la même. Et la même, il ne suffit pas en effet d'un acte disruptif, puisque le président aime beaucoup la disruption, mais apparemment, il est là aussi, d'après si l'on en croit les propos du Premier ministre, pour mettre en place une mission de haut fonctionnaire qui va se mettre au travail et qui connaît toute la subtilité du dossier néo-calédonien, parce que c'est une affaire extrêmement complexe. Il faut des gens qui connaissent. Derrière François Mitterrand, vous avez vu la grande silhouette de Pisani. Pisani, c'était quelqu'un... Voilà. Mais il connaissait. Il connaissait. Et donc, effectivement, la question de la composition de ce groupe de hauts fonctionnaires est importante. Mais je reviens à une annonce éventuelle d'Emmanuel Macron. Ce que souhaitent certains, c'est tout simplement le report de la réforme constitutionnelle. Le groupe Europe Écologie Les Verts ici au Sénat le demande, par exemple, par la voix de Guillaume Gontard, le sénateur de l'Isère. Aujourd'hui, on a besoin d'un acte politique fort. Il aurait déjà dû être fait depuis longtemps. On l'a rappelé au Premier ministre quand il nous a reçus vendredi. C'est le retrait de ce texte, le report ou en tout cas le retrait du Congrès, puisqu'on sait qu'en plus, il n'y a même plus de majorité pour ce Congrès, et de revenir à des discussions. Alors, j'espère que le président de la République annoncera ça, parce que je pense que s'il va en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi pour annoncer des orientations politiques fortes. Peut-il mettre fin à la crise, Emmanuel Macron, sans reporter le vote de cette réforme constitutionnelle au Congrès? Moi, je ne vois pas comment il peut tenir la date de fin juin qui circulait pour réunir et obtenir les 3/5 du Congrès de Versailles. Ça me semble juste absolument impossible. Mais la contrainte dans laquelle il se trouve aujourd'hui, c'est que pour que ce ne soit pas un échec, c'est un échec quand même, ce report. Lui, il a voulu qu'on révise ce corps électoral. C'est prévu par les accords de 98.
On était dans un processus qui était en route, qui aurait dû fonctionner. Il est obligé d'élargir le sujet. Il ne peut pas juste reculer là-dessus sans rien proposer d'autre. Ça me semble absolument impossible. C'est ce fameux équilibre dont on parlait tout à l'heure. C'est une vision globale pour la Nouvelle-Calédonie. C'est le travail que vont faire les hauts fonctionnaires qui arrivent sur place. Il va falloir qu'ils trouvent des contreparties, en fait, par rapport à ça, puisque la population kanak a montré depuis 8 jours son opposition absolue à cet accord. S'il leur donnait raison sans rien en échange, ça serait quand même extrêmement... ça serait un recul de la République, quand même, quelque part, il me semble qu'il y aura forcément quelque chose en face par rapport à Mathieu, ça. ensuite, Sa difficulté, c'est qu'il faut pas non plus complètement décevoir l'autre camp, l'autre parti. En fait, il est le symbole en dernier ressort de la confiance. Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État, le président de la République. On ne peut pas avoir de garantie de confiance ou d'engagement plus haute dans nos institutions. Et il y a un vrai problème de défiance parce que chaque camp a peur de se faire avoir. Les indépendantistes disent on s'est déjà fait avoir sur le référendum, on va se faire avoir. Et les dits loyalistes disent attendez, le truc a été voté, on ne va pas se faire avoir en voyant le projet suspendu. Il n'est pas attendu à bras ouverts du tout. Voilà, ça va être très compliqué de trouver ce point d'équilibre. François-Noël Buffet, parce qu'il y a le principe de réalité aussi, effectivement. De toute façon, aller au Congrès pour ne pas avoir les 3/5 et la majorité requise, à quoi ça sert? Je rappelle qu'il y a deux textes. Il y a un texte constitutionnel qui porte sur le dégel, et il y a un texte de report des élections provinciales qui devait avoir lieu en mai, qui a fixé les élections en décembre. Si demain le Congrès ne se réunissait pas, on décide de suspendre. Il n'empêche qu'on aura toujours la date du mois de décembre pour les élections provinciales, sur la base du corps électoral donc existant. Il faudra bien prendre la décision avec quel corps électoral. Dit, ça n'est pas possible. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'il faut à tout prix trouver les moyens du dialogue et d'une discussion globale qui permettent de débloquer l'ensemble de la situation. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est la confiance qu'il faut rétablir dans les deux camps à l'égard. Et seul l'État impartial peut le faire. Et ça, je pense qu'il y a un enjeu, cet enjeu-là est majeur. Et si on arrive, ou s'il arrive, je sais pas, je dis nous, mais si on arrive à cet accord global, au moins sur les principes, qui soit clairement établi dans un délai qui peut être rapide, on n'en sait rien en réalité, qui peut être rapide, on peut imaginer que le Congrès soit simplement décalé, auquel cas ça décalera les dates, mais ce n'est pas un problème. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat... La date limite, c'est décembre, si je comprends bien. Oui, mais le Sénat, dans sa sagesse, la Commission des lois a proposé de desserrer les taux en disant qu'il pourrait y avoir un accord jusqu'à une semaine avant la date du mois de décembre, et si cet accord intervenait, on décalerait l'ensemble du processus. Donc c'est sans doute ce qui va se passer, on va être dans cette fenêtre de négociation. Et je pense que maintenant, il faut rétablir ce lien de confiance entre tout le monde. Effectivement, c'est assez juste. Il faut que chaque parti puisse se dire « je ne serai pas roulé ». Mais c'est surtout que l'accord doit venir du terrain, des élus de ce territoire. À défaut, on sera en difficulté. Oui, ce sentiment je reprends votre expression, de se faire avoir ou de se faire rouler, c'est par exemple ce qu'exprime ce manifestant. Il s'appelle Philippe et il nous rappelle ce que demandent les Kanaks, en fait. Ils demandent juste qu'ils soient reconnus chez eux, déjà d'une, et qu'on leur laisse diriger le pays eux-mêmes. Quand vous allez à Fidji, c'est des Fidjiens. Quand vous allez à Tahiti, c'est des Tahitiens. Quand vous allez à Wallis, c'est des Wallisiens. Il n'y a qu'ici, en Calédonie, quand vous arrivez, c'est des autres personnes qu'on retrouve dans les instances. Il y a Pascal Perrineau, on l'a dit, il y a suffisamment de subtilité dans le jeu politique calédonien pour trouver la base d'un accord, ou les interlocuteurs pour un accord? Oui, je crois qu'il y a les interlocuteurs. Je crois qu'il y a les interlocuteurs. Et puis, certes, on comprend ce que dit le manifestant, mais attention, la population est une population diversifiée. Les îles Fidji, c'est plus homogène. La population de Nouvelle-Calédonie est une population diversifiée. Il y a les Kanaks, il y a les Mélanésiens, il y a les Caldoches, il y a une population asiatique aussi issue de l'immigration asiatique qui est extrêmement importante. Donc, on pourrait dire, c'est un pays pluriethnique. Et aucune ethnie ne doit fonctionner en monopolisant le pouvoir à son seul profit. Et d'ailleurs, on le rappelait tout à l'heure, François-Noël Buffet le rappelait tout à l'heure, 2 régions sur 3 sont contrôlées
par les indépendantistes kanaks. Donc ils ne sont pas exclus du pouvoir. Ce sont les deux plus petites régions quand même. Oui, oui, bah oui. La troisième est... Allez, à vous le dernier. Il y a quand même l'usine La du troisième nickel est dans la province nord, il y a l'usine du nickel qui est présente, c'est eux qui la gèrent. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais la province sud, c'est la plus importante, si je ne dis pas de bêtises, et en termes de... c'est celle qui se développe le plus. C'est celle où il y a le plus de population et le plus d'élus, donc c'est la province du sud. Et d'ailleurs, le rôle des provinces sera au cœur de la perspective institutionnelle globale, je pense. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Pascal Perrineau, j'ai rappelé évidemment le titre de votre livre, Ce goût de la politique que nous partageons, évidemment, livre publié aux éditions Odile Jacob.